En 1941, Hitler envahit l'Union soviétique. Les troupes allemandes avancent bien au-delà des frontières russes. Sur leur chemin, les unités SS organisent de nombreuses fusillades de communistes et de juifs. Cette nouvelle guerre idéologique à l'Est va radicaliser l'attitude des nazis à l'encontre de ceux qu'ils considèrent comme une dangereuse race ennemie. Pour les nazis, la prochaine étape est l'organisation d'une extermination de masse. En 1941, ce que les nazis appelaient la solution finale à la question juive était déjà une idéologie génocidaire, mais l'extermination de masse n'était pas encore envisagée. Tout a changé à la fin de l'année 1941, quand Hitler et l'élite nazie ont pris la décision de résoudre la question juive avant la fin de la guerre. Ils ne pouvaient pas les expulser sur d'autres territoires puisqu'ils n'avaient aucun endroit où les envoyer. Ils ont donc mis en place un programme dit d'anéantissement physique. Et le massacre a commencé. La majorité d'entre eux ont été envoyés dans des camps d'extermination construits à proximité des zones à forte densité juive à l'est de la Pologne et à l'ouest de l'Union soviétique. Mais au fur et à mesure que les nazis ont étendu leur zone de traque des juifs, un autre camp a pris la place centrale du processus d'extermination. À l'origine, Auschwitz n'était pas destiné à mettre en œuvre la solution finale. Mais sa géolocalisation était propice à la déportation des Juifs d'Europe occidentale, d'Europe septentrionale, de Scandinavie, d'Europe du Sud et des Balkans. Les autres camps de la mort polonais ont fini par être fermés parce que la plus grande partie de la population juive des alentours avait été tuée. Auschwitz est alors devenu la destination principale des trains de déportation. Auschwitz-Birkenau était le seul grand complexe d'extermination qu'il leur restait. Il a donc vite pris une place centrale dans la mise en œuvre de la solution finale. Les premières expériences de gazage ont été menées à Auschwitz en septembre 1941, alors que le nouveau camp de Birkenau était encore en cours de construction. Plusieurs centaines de détenus polonais et soviétiques ont été regroupés dans le sous-sol du bloc 11. Une fois scellés, les cellules ont été remplies d'un pesticide mortel préparé à base d'acide cyanhydrique, le Zyklon B. Tous les prisonniers ont rapidement trouvé la mort. Ce camp, qui n'était jusqu'ici qu'un camp de concentration parmi d'autres, venait de franchir la première étape vers sa transformation en plus grand camp de la mort du régime. La déportation des hommes, femmes et enfants juifs a débuté à travers l'Europe sous le motif d'une soi-disant relocalisation vers l'Est. À ce moment-là, les prisonniers arrivant à Auschwitz étaient conduits vers un ancien abri à munitions situé au coin du camp principal. Des officiers SS, tels que Frank Osler, rassuraient les nouveaux arrivants en leur expliquant qu'ils étaient ici pour travailler et contribuer à l'effort de guerre allemand. Ils leur expliquaient ensuite qu'ils devaient d'abord être désinfectés. Ils ordonnaient aux victimes de se déshabiller avant de les rassembler dans cette pièce, la chambre à gaz. Un soldat SS y versait ensuite des cristaux de Zyklon B à l'aide d'une ouverture située sur le toit. D'autres faisaient vrombir leur moto à l'extérieur du crématoire pour tenter de masquer les cris des victimes. Mais le bruit n'était pas suffisant. Environ 15 minutes plus tard, toutes les personnes présentes dans la chambre à gaz étaient mortes. Les corps étaient traînés dans les fours du bâtiment d'à côté par les prisonniers du Sonderkommando, une nouvelle unité spécialement créée pour assister à l'exécution du massacre. En l'espace de quelques heures, plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants étaient réduits en fumée et en cendres.
Au printemps 1942, l'ouverture d'un second camp beaucoup plus grand à quelques kilomètres à l'ouest du premier va permettre aux nazis de démultiplier leur cadence d'extermination. Auschwitz II Birkenau faisait 20 fois la taille d'Auschwitz I. À la fin du conflit, il était constitué de 200 blocs de prisonniers. La majorité d'entre eux étaient en bois et ils sont vite tombés en ruine après la guerre. À leur emplacement, seules les cheminées et les fours ont résisté à l'épreuve du temps. Mais les baraques en briques sont restées intactes et depuis, plusieurs baraques en bois ont été restaurées. Quand les premiers prisonniers sont arrivés à Birkenau au cours de l'été 1942, ils ont été débarqués ici, à presque 1 kilomètre de l'entrée principale du camp. Plus tard, afin d'accélérer le processus d'extermination, des rails supplémentaires ont été installés pour mener les trains directement au cœur de Birkenau. Voici la station d'Auschwitz-Birkenau, où les trains transportant les prisonniers juifs arrivaient des 4 coins de l'Europe occupée. Dans chaque wagon, il y avait des dizaines de gens enfermés dans cet espace confiné pendant des jours. Quand il faisait chaud, l'air venait parfois à manquer, et certains suffoquaient et mouraient. Quand les prisonniers descendaient du train, ils pensaient que le pire était passé. Ils ne savaient pas qu'ils étaient à Auschwitz, à quelques centaines de mètres des chambres à gaz, où la majorité d'entre eux allaient être assassinés par les nazis. Les passagers, épuisés par le voyage, passaient par un processus de sélection qui décidait de qui était capable de travailler. Les autres étaient directement envoyés à la chambre à gaz. Quand ils quittaient le wagon, les soldats les forçaient à laisser leurs bagages derrière eux, puis les divisaient en 2 groupes. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Quelques minutes plus tard, Josef Mengele, le docteur SS, ou un de ses collègues, quand il était absent, décidait de leur sort. Les groupes de prisonniers jeunes étaient envoyés en camp de travail. Mais la plus grande majorité, soit environ 80% des prisonniers, qu'il s'agisse d'enfants, de femmes enceintes, de personnes âgées ou handicapées, étaient envoyés à la chambre à gaz et massacrés. Leurs corps étaient ensuite brûlés dans un crématoire. Des images du processus de sélection d'Auschwitz de Birkenau ont été trouvées dans un album photo connu sous le nom de l'album d'Auschwitz. Ces photographies, prises par un officier SS non identifié, forment le document visuel le plus détaillé concernant le fonctionnement d'un camp de la mort. Himmler avait reçu des ordres très stricts disant que le massacre des Juifs ne devait être ni filmé ni photographié. L'opération était classée confidentielle. On a très peu de documents vidéo ou photographiques attestant des fusillades de Juifs. Les archives concernant les camps de la mort sont encore plus rares. L'album d'Auschwitz contient plus de 200 photos qui retracent le massacre d'un train de Juifs arrivé de Hongrie au cours de l'été 1944. C'est un document unique en son genre. Les nouveaux arrivants sont lourdement chargés. Ils ont cru aux mensonges des SS qui leur ont affirmé qu'ils allaient être relocalisés à l'Est. Mais les soldats leur indiquent de laisser leurs bagages derrière eux et de former 2 lignes. Des prisonniers d'Auschwitz, vêtus d'uniformes rayés, les assistent et font en sorte d'accélérer le processus. Hugo Green, un jeune juif slovaque de 14 ans, explique comment un des prisonniers lui a sauvé la vie. Il y avait des gens d'apparence étrange, en uniforme rayé. Je me suis dit qu'ils devaient être les résidents d'un asile du coin. Ils faisaient des allers-retours. Leur travail était de vider les trains. Mais l'un d'eux, en passant à côté de moi, m'a murmuré en yiddish. « Tu as 18 ans et un métier. Tu as 18 ans et un métier. » Je suis arrivé à l'avant de la file et on m'a demandé quel âge j'avais. J'ai répondu 19 ans. « As-tu un métier ?»« Oui. Je suis menuisier charpentier. » Hugo et son père ont été sélectionnés pour travailler.
Sa mère et son frère de 11 ans n'ont pas eu cette chance. Quelques heures après la prise de ces photographies, environ 80% des Juifs qui y figurent, y compris les enfants, étaient morts, massacrés dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Ce train a été suivi par des centaines d'autres, transportant des Juifs et d'autres groupes pris pour cible par les nazis, tels que les Tziganes ou les Sintés. Tous ont connu le même destin funeste. Leur vie a pris fin dans ce lieu unique dans l'histoire de l'humanité, une usine de la mort qui consumait la majorité de ses victimes en quelques heures et faisait vivre un enfer à ceux qui survivaient. L'année 1942 a vu le camp de concentration d'Auschwitz I se développer avec la construction du camp immense d'Auschwitz II-Birkenau. Ce printemps restera à jamais marqué comme celui où des trains entiers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs y sont arrivés en provenance de toute l'Europe. La solution finale des nazis avait atteint sa phase ultime. La plupart d'entre eux étaient tués quelques heures après leur arrivée au camp, dans une chambre à gaz aménagée sur le tas. Celle-ci était nommée la Maison Rouge. Même si cet endroit est à 2 pas d'Auschwitz II, Birkenau, très peu de gens le visitent. Pourtant, pendant la guerre, c'est ici que se trouvait une petite maison dont les Allemands avaient fait leur première chambre à gaz provisoire. Des milliers de gens, principalement des Juifs d'Europe occupée, y sont morts. Leurs dépouilles étaient ensuite jetées dans des fosses communes. Quand les plus grandes chambres à gaz ont été construites, cette maison a été détruite. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. Sur les ordres du commandant du camp, Rudolf Höss, une deuxième maison, la Maison Blanche, a elle aussi été transformée en chambre à gaz temporaire. Pour construire Auschwitz, les SS ont dû faire avec les moyens du bord. Rudolf Höss a fait fouiller les baraques pour trouver du matériel. Il a même recyclé des barbelés usagés. Les premiers gazages en masse ont eu lieu dans 2 petites maisons reconverties surnommées les bunkers. Les corps des victimes étaient jetés dans d'énormes fosses. Ce n'est qu'en 1943 que le premier véritable complexe de chambres à gaz et de crématoires a été construit. C'est l'ouverture de 4 chambres à gaz et crématoires neufs qui va amener Birkenau à devenir le site du plus grand massacre de l'histoire de l'humanité. Les plus grands d'entre eux, les crématoires 2 et 3, pouvaient incinérer les dépouilles de près de 1500 personnes en une seule et unique journée. Voici ce qu'il reste d'un des 4 complexes équipés d'une chambre à gaz et d'un crématoire construit par les Allemands. Ici, ils pouvaient assassiner jusqu'à 5000 personnes par jour. C'était un véritable massacre à la chaîne. Les cendres étaient retirées du crématoire et jetées dans le fleuve voisin, la Vistule. Quelques jours avant l'arrivée de l'armée rouge, les soldats allemands l'ont fait exploser pour que personne ne découvre ce qui est arrivé ici. Il n'en reste plus que ça. Ces photographies prises par des membres de la SS en mai 1944 sont l'un des rares documents visuels relatant les massacres de Birkenau. On y voit un groupe de juifs hongrois composé d'hommes âgés, de femmes et d'enfants qui vont rejoindre les rangs des victimes de l'extermination immédiate. Ils patientent dans un bosquet situé non loin de l'entrée du crématoire 4. Les soldats leur ont dit qu'ils devaient simplement attendre leur tour pour être désinfectés. Kitty Hart-Moxon, une juive polonaise de 16 ans, a assisté à une scène similaire lorsqu'elle était détenue dans une des baraques voisines. J'ai remarqué que les femmes et les enfants avaient été séparés des hommes. Ils étaient assis dans le bosquet situé en face de notre baraque. Les enfants cueillaient des fleurs et les femmes pique-niquaient et donnaient à leurs enfants la nourriture qu'il leur restait.
Le groupe était ensuite conduit dans le bâtiment où se trouvait le crématoire 4. J'avais du mal à comprendre comment ces gens pouvaient attendre assis dans les bois en toute sérénité. Ils étaient loin d'imaginer que les personnes passées avant eux étaient déjà mortes. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Pendant la première vague de déportation d'Europe de l'Ouest, ces groupes de juifs français, hollandais ou belges pensaient qu'ils allaient être relocalisés dans des camps de travail à l'Est. Et on les laissait croire à ce mensonge jusqu'au tout dernier moment. Quand ils descendaient du train, on leur expliquait qu'ils allaient devoir prendre une douche pour être désinfectés et épouillés avant de rejoindre les baraques. Les chambres à gaz étaient aménagées pour ressembler à des salles de douche. Il y avait même de fausses pommes de douche. Ce n'était qu'une fois que les portes étaient verrouillées et les cristaux de gaz versés dans les ouvertures prévues à cet effet que les victimes comprenaient qu'elles allaient être assassinées. Les prisonniers que les SS jugeaient économiquement viables survivaient à la sélection et étaient conduits dans un bâtiment appelé le sauna. Ils y étaient rasés, douchés, puis on leur tatouait leur numéro de matricule. Ce n'est qu'à ce moment-là que les nouveaux arrivants commençaient à comprendre la nature de l'endroit où ils venaient d'arriver. Les autres prisonniers leur annonçaient que les femmes, enfants et parents dont ils avaient été séparés lors de la sélection étaient déjà morts, massacrés dans les chambres à gaz des nazis. Pour eux, la lutte pour survivre ne faisait que commencer. Compte tenu des conditions de vie précaires et de la forte surpopulation d'Auschwitz, le taux de mortalité des prisonniers était extrêmement élevé. Voici l'une des centaines de baraques de prisonniers d'Auschwitz-Birkenau dans lesquelles les Allemands entassaient plusieurs centaines, voire parfois plus de 1000 personnes. Entre 5 et 10 détenus partageaient la même couchette chaque nuit. Ils étaient couverts de leurs propres excréments, de puces, et des rats rôdaient autour d'eux. Tôt le matin, les gardes les jetaient dehors, faisaient l'appel et les envoyaient au travail. S'ils survivaient à la journée, ils rentraient à la baraque. À cause de ces conditions extrêmes de vie et de travail, la plupart d'entre eux ne survivaient que quelques semaines. Survivre à Auschwitz pouvait dépendre de plusieurs facteurs. Se trouver des amis, économiser son énergie, se montrer astucieux ou tout simplement être chanceux. Kitty Hartmoxon a vite compris qu'il était indispensable de savoir s'organiser. S'organiser était le mot que l'on employait pour parler du troc de nourriture. En utilisant ce système à bon escient, on pouvait se sortir de situations hasardeuses. Il était possible de s'arranger pour rejoindre un meilleur groupe de travail. Il y avait des groupes de travail où il était impossible de survivre. Il fallait les éviter à tout prix. Kitty a eu la chance de se retrouver dans l'un des meilleurs groupes de travail qui œuvrait dans la section B2G. Cette section était surnommée le Canada, une lointaine terre promise. C'est à cet endroit que les bagages des nouveaux arrivants finissaient. Le commando du Canada était chargé de trier le contenu des bagages. Tout ce qui avait de la valeur devait être envoyé en Allemagne. Mais les prisonniers y récupéraient la nourriture et les biens qu'ils pouvaient camoufler. S'ils se faisaient prendre, ils risquaient la peine de mort. Fréquemment, ils trouvaient des diamants, de l'or ou de l'argent cachés dans les bagages ou dans les doublures des vêtements. Tout ce qu'ils récupéraient avait beaucoup de valeur sur le marché noir en pleine expansion du camp. Ils pouvaient aussi s'en servir pour soudoyer les capots ou les gardes SS. Jusqu'en 1944, les SS ont développé tout un réseau de camps annexes dans la région d'Auschwitz.
Le plus grand d'entre eux se nommait Auschwitz III Monowitz. Ce camp fournissait 11 000 esclaves, juifs pour la plupart, à l'usine de caoutchouc voisine qui était exploitée par les Allemands. Plus de 40 camps annexes étaient installés aux alentours d'Auschwitz. Les Allemands exploitaient leurs prisonniers dans des fermes, sur des sites de construction, dans des mines et dans des usines d'armement. Lorsqu'ils œuvraient au sein des commandos de travail, les prisonniers devaient constamment lutter pour leur survie. Des sélections étaient organisées régulièrement. Lorsqu'un détenu devenait trop faible pour travailler, il courait le danger d'être envoyé à la chambre à gaz. Au cours de l'été 1944, alors que le massacre prenait des ampleurs sans précédent à Auschwitz, l'empire d'Hitler était assailli aussi bien à l'est qu'à l'ouest. La fin était proche. Mais à Auschwitz, la vitesse à laquelle les nazis massacraient les juifs européens ne faisait qu'augmenter. Dans des bâtiments comme celui-ci, des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants innocents étaient tués chaque jour. Les prisonniers qui assistaient à ce triste spectacle pensaient que le reste du monde les avait oubliés. La seule lueur d'espoir des prisonniers résidait dans la progression de l'armée rouge dont ils commençaient à entendre parler. Néanmoins, un groupe de prisonniers savait pertinemment que les SS ne les laisseraient pas en vie jusqu'à la libération. Il s'agissait du Sonderkommando, l'unité spéciale qui travaillait dans les 4 crématoires de Birkenau. Ces hommes, qui conduisaient les victimes dans la chambre à gaz, puis traînaient leurs dépouilles jusqu'au four, n'avaient aucun espoir de survie. Ils en savaient beaucoup trop pour que les SS les laissent aux mains des Alliés. Ces photos, prises en secret par des membres du Sonderkommando, les montrent en train d'aider à brûler des cadavres dans d'énormes fosses en plein air au cours de l'été 1944. Le nombre de victimes était tel que les fours ne suffisaient plus à brûler tous les corps. En octobre 1944, à Birkenau, le Sonderkommando a déclenché l'unique grande révolte de l'histoire d'Auschwitz. Ils ont mis le feu à l'un des crématoires et ils se sont jetés sur les SS équipés des quelques armes qu'ils avaient réussi à se procurer dans le camp. Mais cette révolte a très vite tourné au massacre. Les hommes à l'origine de la révolte des Sonderkommando avaient méticuleusement préparé l'attaque. Ils espéraient qu'une partie d'entre eux réussirait à s'échapper à travers les barbelés. Certains ont réussi à les traverser et à sortir de la zone où se trouvaient les chambres à gaz et les crématoires. Mais ils n'ont pas été bien loin. La plupart étaient conscients qu'il s'agissait d'une mission suicide. Leur but était de détruire les chambres à gaz et les crématoires et d'emporter autant de SS que possible dans leur chute. À ce niveau-là, la mission a été un succès. Alarmé par cette révolte et la progression des troupes soviétiques, le chef des SS, le Reichsführer Heinrich Himmler, a donné l'ordre de démanteler les crématoires, puis de les dynamiter. Auschwitz devait être évacué. Le 17 janvier 1945, plus de 50 000 prisonniers ont été contraints de prendre la route dans le froid glacial de l'hiver polonais. Ils n'avaient aucune réserve de nourriture. Ils n'avaient pas non plus d'endroit protégé du froid où s'arrêter pour dormir. Aucun arrangement n'avait été fait pour qu'ils soient transportés vers un autre camp. Des milliers sont morts en chemin. Les gardes étaient très tendus. Ils tiraient sur tous ceux qui les ralentissaient. Ils ont tué des groupes entiers de prisonniers dans l'espoir d'échapper à l'armée rouge qui approchait. 10 jours après l'évacuation, l'armée rouge est arrivée à Auschwitz. Ils y ont trouvé 7000 prisonniers décharnés, trop faibles pour prendre part à l'évacuation. Parmi eux se trouvaient des dizaines de jumeaux ayant subi les expériences du docteur Josef Mengele.
Les Russes ont aussi trouvé des montagnes de vêtements et d'objets personnels, preuve déchirante des crimes affreux commis par les nazis. Grâce aux éléments trouvés à Auschwitz et aux témoignages des rescapés et des nazis capturés, les Alliés ont progressivement pu reconstituer la terrible histoire des camps. En 1946, le gouvernement polonais a décidé de préserver le site d'Auschwitz pour en faire un mémorial permanent des 1 100 000 personnes qui y ont trouvé la mort et des terribles crimes qui y ont été commis. Chaque année, le musée national d'Auschwitz-Birkenau est visité par 1 500 000 touristes en provenance du monde entier. Auschwitz est l'un des endroits les plus extraordinaires au monde. C'est le site d'un des plus grands massacres humains et c'est aussi l'un des plus grands cimetières de la planète. C'est un endroit qui fait froid dans le dos parce qu'il témoigne d'un chapitre terrible de l'histoire de l'humanité. Il nous permet de comprendre jusqu'où le racisme, l'intolérance politique et le fascisme peuvent nous mener. Auschwitz est un rappel perpétuel des dérives de l'humanité.